Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un livre qui s'appelle Le Faiseur de pluie. Alors je vais vous lire le résumé. Josh McBroom, son épouse adorée Melissa et leurs 11 enfants, Will, Jill, Lester, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary, Larry et petite Clarinda, ont tout pour être heureux sur leur merveilleuse ferme d'un arpent bien situé sur la grande prairie en plein cœur de l'Amérique. C'est très simple, tout y pousse. Vous y perdez une montre de gousset, le lendemain vous retrouvez un réveil matin. Vous oubliez votre truelle, hop, elle s'est transformée en pelle. Quant aux os enterrés par le chien, ils deviennent très vite des bûches. De quoi être un fermier prospère et comblé, vraiment. Sauf que cette année-là, dans la grande prairie, la sécheresse est si terrible que les vaches donnent du lait en poudre. Le froid si violent que les poissons-chats portent des manteaux de fourrure, les peignes claquent des dents, et les granges peintes en rouge virent au bleu. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'un fantôme vient terroriser la famille McBroom. Un fantôme très spécial, capable d'imiter la voix du coq, de l'orchestre de John Philip Sousa et même celle de Josh McBroom lui-même. Donc voilà le résumé. Donc c'est parti, je vais commencer. Alors l'auteur s'appelle Sid Fleischman. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi en tout cas cet auteur ne me dit rien du tout. Alors premier chapitre, le fantôme de McBroom. Les fantômes? Miséricorde. Je peux vous en dire une chose ou deux. Parce qu'un jour, aussi vrai que je m'appelle Josh McBroom, un fantôme qui avait des vues sur notre merveilleuse ferme d'un arpent s'est installé chez nous. Je ne sais pas quand ce sinistre sac d'os s'est introduit pour la première fois dans la ferme. Je soupçonne que c'était l'hiver dernier. Un hiver particulièrement froid, mais pas au point de casser trois pattes à un canard. Fallait quand même avoir l'œil si on craquait une allumette. La flamme aurait pu geler et il aurait fallu attendre que la température remonte au-dessus de zéro pour pouvoir l'éteindre. Des vieux de la vieille déclaraient que, pour la prairie, ce n'était qu'un froid hivernal moyen, un froid absolument pas susceptible d'entrer dans le livre des records. Pourtant, c'est cet hiver-là que nous avons perdu notre coq, Silly Bob. Il a sauté sur le tas de bois, a ouvert le bec pour annoncer la levée du jour, et le pauvre a gelé sur le champ. Il est devenu dur comme du verre. J'ai à peine eu le temps de réaliser ce qui arrivait à notre coq, que ce fantôme se glissait en douce chez nous et s'y faisait prendre par le gel. Ce sont les gamins qui, les premiers, ont découvert cette satanée créature. Le dégel de printemps avait commencé et ils étaient sortis jouer dehors. Moi, j'étais cloué au lit par une laryngite. Depuis 3 jours, je ne pouvais plus que chuchoter. Alors, je passais mon temps à écouter l'orchestre de John Philip Sousa sur mon phonographe. Mon Dieu, que le piccolo était joli. Soudain, les gamins sont entrés dans ma chambre. Ils avaient un drôle d'air. Notre plus jeune garçon, Larry, m'a demandé: pas, est-ce que les coqs peuvent se transformer en fantômes? J'ai essayé de m'éclaircir la voix et j'ai croassé. Jamais entendu parler d'un truc pareil. Mais on vient d'entendre le vieux Slibub chanter, a dit l'aîné des filles, Jill. J'ai murmuré: impossible, mes agneaux. Et ils sont repartis jouer au soleil. Moi, j'ai remonté le phonographe à la manivelle, et une fois de plus, l'orchestre de M. Souza s'est mis en marche, lançant ses trilles par le gros cornet en forme de liseron du phonographe. Soudain, les gamins sont revenus, tous les 11, ensemble. On l'a entendu de nouveau, a dit Will. Il a fait cocorico, a crié petite Clarinda. Pas, c'est lui, c'est clair comme le jour. Il est dehors sur le tas de bois. J'ai secoué la tête et j'ai murmuré d'une voix enrouée: vous devez confondre avec les piccolos de monsieur Souza. Et ils sont repartis jouer. À nouveau, j'ai tourné la manivelle du phonographe. Mais, avant même que je ne m'en aperçoive, les gamins étaient de retour. Oui, pas, a dit Will. Oui, pas, a dit Jill. Tu nous as appelés, pas, a dit Esther.
J'ai soulevé l'aiguille au-dessus du disque et je les ai dévisagés en croissant. Appelez? Et je me suis mis à rire d'une voix enrouée. Pourtant, vous savez bien, petit vaurien, que je ne peux pas élever la voix plus fort qu'un soupir. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Mais on t'a entendu pas, a protesté Chester. Tu as crié Will, Jell, Lester, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary, Larry et petite Clarinda, a dit Polly. C'était ta voix, absolument pas. Vrai comme deux et deux font quatre. Ensuite, ils n'ont plus voulu ressortir. Ils étaient persuadés que quelque chose d'effrayant circulait dans la ferme. Ce qui est certain, c'est que le matin suivant, on a été réveillé, à l'aube, par le cri d'un coq. On aurait vraiment cru que le vieux Silly Bob. Pourtant j'ai dit. Herc Jones doit avoir un nouveau coq, c'est sûrement lui qu'on entend. Mais Herc Jones ne fait pas de poulet, m'a rappelé Mélissa, ma chère femme. Tu sais bien qu'il élève des porcs, pas. Plus stupide et plus sauvage que les siens. J'en ai jamais vu. Il espère, je crois, que ces sales bêtes vont ravager notre ferme et nous forcer à partir. Heck Jones, c'est notre voisin, et notre plaie quotidienne. Il est grand, efflanqué, et tout aussi idiot et entêté que ses porcs, coiffés en brosse dans l'Arkansas. Ça ne serait pas la première fois qu'il essaierait de nous prendre notre ferme d'un arpent si prospère. Donc, j'aurais pas été étonné que ce soit lui qui fasse ces bruits étranges. Eh bien, s'il croyait pouvoir nous chasser de chez nous en nous faisant peur, il se trompait. Le temps que je guérisse de la laryngite, les gamins ne quittaient plus la maison, tant ils étaient inquiets. Ils guettaient derrière les fenêtres. Quelque chose errait dehors, là-bas, ils en étaient certains. Alors, je me suis mis chaudement émitou... Alors, je me suis chaudement emmitouflé et je suis sorti pour voir si je trouvais des traces de pas de Egg Jones dans la boue. Je n'étais pas arrivé au tas de bois qu'une voix s'est levée dans l'air immobile. Will, Jill, Lester, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary, Larry et petite Clarinda. C'était la mienne. Je me suis retourné. Pas une âme en vue. J'ai pas honte de le dire. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête et ont soulevé mon chapeau. Pas la moindre trace de pas non plus. Tu crois que la ferme est hantée? M'a demandé Larry au petit déjeuner. Au déjeuner, pardon. J'ai répondu fermement. Non, les revenants, ça fait cliqueter des chaînes, ça gémit comme le vent, et puis ça frappe aux portes, très fort. Et juste à ce moment, on a frappé à la nôtre. Tous les gamins m'ont lancé des regards angoissés. Maman aussi. Je me suis levé et j'ai ouvert. Personne. Alors, j'ai bien dû admettre qu'un tas d'eau desséchée allait et venait dans notre propriété. Misère. Drôlement rusée et espiègle, cette créature. Quand il n'imitait pas le vieux Silly Bob, le fantôme m'imitait moi. Et je dois vous dire qu'on ne dormait plus très bien. Certaines nuits, je ne dormais même plus du tout. Je gardais l'œil ouvert pour surprendre le revenant, mais il ne se montrait jamais. Maman et les gamins ont commencé à parler de quitter la ferme. Puis il a gelé de nouveau. Et pendant 3 bonnes semaines, cet esprit maléfique n'a plus fait le moindre bruit. On s'est dit qu'il était parti. Et on a respiré plus tranquillement. Ça, je peux vous le dire. Plus question de quitter la ferme. Les gamins passaient leur temps à feuilleter le catalogue de vente par correspondance et tous ensemble, on écoutait le phono. Un jour, Gilles a déclaré: Pas, on voudrait tellement un chien. Mais agneaux, c'est pas dans un catalogue de vente par correspondance que vous allez en trouver un. On sait pas, a ajouté Chester. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un chien? Un gros chien très poilu. J'ai secoué la tête tristement. Un chien, ce serait la ruine de notre ferme d'un arpent incroyablement prospère. Tout pousse chez nous, et avant même qu'on puisse dire ouf, tout pousse chez nous, et avant même qu'on puisse dire ouf. Et je n'avais pas oublié ce jour d'été où petite Clarinda avait perdu une dent de lait. Avant qu'on ne la retrouve, cette dent était devenue si grosse qu'il avait fallu dresser un bloc de pierre et y installer une poulie pour pouvoir l'extraire du sol. Alors j'ai répondu: Sûrement pas. Un chien, ça creuse des trous pour y enterrer ses os. Dans notre terreau, ils deviendront des bûches. Désolé mes agneaux, c'est pas possible. Le printemps avançait, le dégel a commencé pour de bon. Partout, la glace s'est mise à fondre et, de nouveau, on a entendu frapper à la porte. Le revenant était de retour. Cette nuit-là, les gamins ont dormi blottis les uns contre les autres dans le même lit. Et moi, j'ai pas cessé de marcher de long en large.
Si je ne parvenais pas à le flanquer dehors en premier, ce frappeur aux portes, ce croasseur qui se faisait passer pour un coq, cet imitateur de ma pomme, allait nous chasser de chez nous. Alors, de bonne heure, le matin suivant, je suis parti, malgré la boue, jusqu'à la ville. Il y vivait une vieille femme qu'on appelait la veuve toute fripée, et on disait que c'était une voyante, spécialisée en fantômes. J'ai foncé chez elle sans tarder, et j'ai découvert une dame qui ressemblait à un petit criquet plein d'entrain. Elle vendait des vêtements de seconde main. Mais elle m'a expliqué que sa vue baissait et qu'elle ne pouvait plus traquer les fantômes. Misère. Tandis qu'une portée de chiots, de race indéfinissable, s'attaquait à mes chevilles. Je lui ai alors demandé. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, a répondu la veuve toute fripée. Brûler une pile de vieilles chaussures. Il n'y a rien de plus efficace pour chasser les fantômes. Je me disais bien que c'était des balivernes, mais j'étais trop désespéré pour discuter. Elle est allée fouiller dans ses chiffons et ses vieux vêtements, et j'ai acheté toutes les chaussures éculées qu'elle a dégotées. Ensuite, elle a déclaré: il vous faut aussi un chien. J'ai soulevé les sourcils. Un chien? Parfaitement, parfaitement. Comment saurez-vous si vous avez réussi à vous débarrasser du fantôme sans chien? Les chiens de meute peuvent voir les fantômes, mais les bâtards sont meilleurs. Si leurs oreilles se dressent, qu'ils s'immobilisent et pointent comme un chien pour la chasse aux oiseaux, vous pouvez être sûr qu'ils voient un fantôme. Alors là, allez-y, brûlez encore plus de chaussures. J'ai acheté un de ces chiots aux oreilles pendantes et je suis rentré à la ferme en emportant un plein panier de vieilles chaussures. En m'approchant de la maison, j'ai aperçu les visages des gamins derrière les fenêtres. Des piccolos s'envolaient joyeusement dans les airs. Mais le diable m'emporte si je mens. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que personne n'avait mis de disque sur le phonographe. Alors là, j'ai explosé. Qu'il aille griller en enfer, ce fantôme. Voilà maintenant qu'il se met à imiter l'orchestre de John Philip Sousa, tout entier. Quant au chien, quant au chien, quant au chien que j'avais ramené, les gamins n'en croyaient pas leurs yeux. Pour la première fois de tout l'hiver, ils ont souri pour de bon. Ils ne le lâchaient pas une seconde et ils ont promis de le surveiller de près pour l'empêcher d'enterrer ses os. Moi, sans perdre une seconde, je me suis mis à brûler cette brassée de vieilles chaussures. Misère, quelle épouvantable et puissante odeur. J'imaginais le sac d'os s'enfuyant en cliquetant et en se bouchant le nez pour ne jamais revenir. Puis, jour après jour, nous avons promené le chiot autour de la ferme. Mais pas une fois il n'a pointé les oreilles. Pas une fois il n'est tombé en arrêt. Et j'ai fini par m'écrier. Nom d'un biscuit au gingembre. Les vieilles chaussures, ça marche. Le fantôme est parti. Pendant ce temps, les gamins avaient choisi un nom pour le chiot. Ils l'ont appelé Zip. Zip devait devenir le chien de ferme le plus adroit que j'ai jamais vu. Notre bon terreau, lui, ne demandait qu'à se remettre au travail. On a commencé les plantations de printemps. Le premier jour, nous avons fait une récolte de tomates et 2 récoltes de carottes. En 2 temps 3 mouvements, les gamins avaient appris à Zip à creuser un sillon, et tout droit qui plus est. Mais nos ennuis n'ont pas pris fin avec le départ du fantôme. Pas une brûlante matinée on a semé du maïs. Les tiges sont sorties de terre, elles ont poussé leurs feuilles et, bientôt, se sont balancées au vent, chargées d'épis. Et alors, croyez-moi, les porcs de Egg Jones sont arrivés comme si on sonnait la cloche du déjeuner. Miséricorde, ils ont foncé sur nous en rugissant. Ils formaient une harde monstrueuse qui grognait et hurlait. J'ai crié: Will, Jill, Lester, Chester, Peter, Polly, Tim, Tom, Mary, Larry et petite Clarinda. Et Zip aussi. Courez! Ces porcs affamés, à moitié sauvages, à la crinière taillée en brosse, ont couché les tiges de maïs et se sont gorgés des épis sucrés. Puis ils ont fouillé la terre de leurs groins, à la recherche des carottes. Finalement, les porcs sont rentrés chez eux, au trot, le ventre raclant le sol, et moi je les suivais. J'avais 2 mots à dire aux voisins. Egg Jones! Il avait presque disparu dans un nuage de mouches, car, justement, il mangeait une tarte chasse-mouches. Cette tarte est faite essentiellement de mélasse et de sucre brun, ce qui attire les mouches. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rassembler vos forces pour les tuer. Egg Jones, j'ai l'impression que vous avez affamé vos porcs exprès. Affamés? Dieu me bénisse. Moi, je ne trouve pas qu'ils ont l'air affamés, m'a-t-il répondu. Et il s'est mis à glousser, tout en chassant les mouches de sa tarte chasse-mouches.
Regardez-vous plutôt, voisin. J'étais pas impressionné, et j'ai continué. Egg Jones, si vous élevez des porcs, je vous signale que c'est à vous de les nourrir. Il m'a répondu en rigolant. C'est pas la peine, voisin. Il y a toute la nourriture qu'il faut autour de chez moi. Et les porcs peuvent se débrouiller tout seuls. Bien sûr, si vous avez envie de quitter votre ferme, je peux vous faire une offre pour votre morceau de terre. Alors j'ai joué ma dernière carte. Egg Jones, je l'apercevais à peine derrière les nuages de mouches. Vous vous trompez si vous croyez que vous et vos porcs en brosse, vous pouvez nous chasser de chez nous. Maintenant, ou vous les parquez, ou je porte plainte. Y a pas de loi qui dise que je dois parquer mes porcs, a-t-il répliqué en avalant la dernière bouchée de sa tarte, et quelques mouches au passage. De toute façon, aucune clôture ne pourra retenir ces brutes. J'étais bien obligé de reconnaître qu'il avait raison sur ces deux points. C'est nous qui avons clôturé notre ferme, mais ces satanés porcs fonçaient dans la barrière et en dispersaient les morceaux comme un cyclone. Ensuite, on a tendu du fer barbelé, mais ça ne les a retenus que le temps de se gratter le dos. Le fil de fer barbelé, ils aimaient ça, ces porcs en brosse. Vous pouvez me croire, on s'est battu contre les envahisseurs tout le printemps et tout l'été. On a même planté une récolte de cactus piquants et qui donnait des fruits. Mais même ça n'a pas marché. Ils ont mangé les fruits et se sont curés les dents avec les piquants. Et, pendant tout ce temps, Egg Jones se tenait au sommet de la colline, avalant tarte chasse-mouche sur tarte chasse-mouche, et en poussant ses in-in. Ses in-in. Je sais pas comment on dit. Ces porcs devenaient de plus en plus gras, et nous, on arrivait à peine à sauver de quoi se nourrir. Encore une saison comme celle-ci, et on serait ruiné. Puis l'été a pris fin, et on a compris qu'un hiver particulièrement froid se préparait. Des signes avant-coureurs se multipliaient. Je me souviens que, fin octobre, les garçons sont partis pêcher et qu'ils ont rapporté à la maison des poissons-chats. Eh bien, ces poissons-chats-là portaient un manteau en fourrure. Et ce n'était pas tout. Après la première chute de neige, les gamins ont construit un bonhomme de neige. Le matin suivant, ils avaient disparu. Nous avons découvert plus tard qu'ils étaient partis passer l'hiver dans le sud. Ensuite, on est passé pour de bon à l'hiver du grand froid. Je ne veux pas m'écarter du sujet, mais je me souviens précisément qu'un jour, Polly a laissé tomber son peigne par terre, et quand elle l'a ramassé, il claquait des dents. Et tout ça, c'est arrivé par des journées seulement moyennement froides de l'hiver du grand froid. Ensuite, la température a continué à descendre, et là, je dois admettre que des choses carrément inhabituelles ont commencé à se produire. Tout d'abord, la fumée s'est mise à geler dans la cheminée. Je devais la faire exploser en tirant dedans, 3 fois par jour, avec mon fusil, pour qu'on puisse continuer à faire du feu. On n'avait même plus le temps de s'asseoir pour avaler un bol de soupe, que déjà, il était recouvert d'une couche de glace. Les gamins ont donc pris l'habitude de mettre le couvert, en ajoutant, à côté du couteau, de la fourchette et de la cuillère, un pic à glace. C'est vrai, la température descendait de plus en plus, mais on ne s'en plaignait pas. Enfin, il n'y avait plus de fantômes pour nous jeter des tours. Les porcs de Egg Jones restaient chez eux et les enfants avaient un chien pour jouer. Je pouvais recommencer à remonter la manivelle du phonographe. Et puis le grand gel s'est installé pour de bon. À des kilomètres à la ronde, le froid a fait virer au bleu les grandes peintes en rouge. Les granges peintes en rouge. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu, je vous le garantis. Un jour, la température est descendue si bas que la lumière du soleil a gelé sur le sol. Aujourd'hui, quand j'y repense, je n'arrive pas à y croire. J'ai pelleté un gros morceau de soleil gelé dans une poêle à frire et je l'ai rapporté à l'intérieur. Et c'est grâce à la lueur qu'il dégageait que j'ai pu lire des histoires aux gamins ce soir-là. Bien sûr, on a eu notre lot d'ennuis avec les loups. Plus d'une fois par nuit, on en voyait par les fenêtres. Ils se déplaçaient en grande bande et se donnaient un mal de chien pour hurler. Mais ces loups n'arrivaient pas à produire le moindre son. C'était une vraie pitié. À mon avis, ils étaient victimes d'une épidémie de laryngite. Et puis, enfin, le dégel a commencé. Je me souviens d'avoir descendu les marches du perron pour sortir, et la première chose que j'ai entendue, c'était une voix humaine. In, in. J'ai répondu. Quelle nouvelle bêtise vous amène, Egg Jones? J'ai regardé autour de moi, mais j'ai vu qu'il n'y avait personne d'autre que moi. Alors j'ai compris. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête, faisant tomber mon chapeau. Le frappeur aux portes, le faux chanteur de l'aube, l'imitateur de moi-même,
Le fantôme pousseur de In-In était de retour. J'ai hurlé. Zip! Et on l'a pourchassé à travers la ferme. Des voix surgissaient derrière et devant nous, et aussi du côté du tas de bois. Mais pas une seule fois notre chien n'a levé ses oreilles tombantes. Il s'est démasqué, et je remelais à l'intention des mamans. Il s'est démasqué, et je remelais à l'attention de maman et des gamins. Zip est absolument incapable de voir des fantômes. Le pauvre bâtard avait compris qu'il m'avait horriblement déçu. Il a foncé hors de mes jambes et s'est mis à creuser un sillon bien droit dans la terre. Je ne l'avais jamais vu faire aussi vite. Et comme cela ne me faisait absolument pas sourire, il a foncé sur le coffre à maïs et a saisi un épi dans sa gueule. Il nous avait regardé planter plus d'une fois. Il est reparti dans le sillon, égrenant le maïs avec les dents et plantant les grains dans un coup de truffe. Peut-être que Zip arrive pas à voir les fantômes, a dit Will. Mais comme chien de ferme, on fait pas mieux pas. On peut pas le garder quand même. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Les tiges de maïs étaient à peine sorties du sol que déjà Egg Jones apparaissait au sommet de la colline, une tarte chasse-mouche à la main. Au même moment, ses porcs taillés en brosse ont déboulé dans notre direction, et l'infernal revenant s'est mis à pousser des trilles comme un piccolo. J'ai crié. Courez! Vite! Vite! On a tous foncé, sauf Zip. Le maïs mûrissait vite, et notre chien comptait bien le récolter. Je suis ressorti pour l'attraper, mais soudain, ce farceur de fantôme a changé d'air. Il s'est mis à hurler comme une bande de loups affamés. Tandis que je restais là, abasourdi à me gratter la tête, des sons se sont mis à exploser de tous les côtés, comme si les hurlements et les jappements pareils à ceux d'une bande complète de loups ne suffisaient pas. Le fantôme y a ajouté l'orchestre de monsieur Souza au complet, et je dois admettre qu'il réussissait les piccolos à la perfection. Jamais on n'avait entendu une clameur pareille. Les porcs se sont arrêtés si brutalement dans leurs propres traces qu'ils sont presque sortis de leur peau, comme je vous le dis. Et le fantôme, lui, a continué à japper et à hurler dans toutes les directions. Elk Jones n'a pas eu la moindre chance de pousser un in-in. Les porcs en brosse, terrifiés, ont tourné les talons. Ils lui ont lancé dessus, ils lui ont foncé dessus, pardon, ils l'ont piétiné dans la boue et ont continué à s'enfuir droit devant. Sauf un qui a rebroussé chemin pour récupérer la tarte chasse-mouche. Mon Dieu, comme il courait! Plus tard, j'ai entendu dire qu'ils ne s'étaient pas arrêtés avant d'arriver en Arkansas. Et là, on les a pris pour des cochons d'Inde, tellement ils avaient maigri. J'ai dit aux gamins. C'est d'accord, mes agneaux. Je crois bien qu'on va garder le vieux Zip. Regardez-le récolter le maïs. C'est vrai, on était débarrassé des porcs en brosse de Egg Jones, mais le sac d'os continuait à faire des siennes. Soudain, les gamins se sont souvenus qu'ils en avaient une peur bleue et ils ont foncé se barricader dans la maison. Moi, j'ai continué à me gratter la tête et soudain, je me suis dit. Mais bien sûr, pas étonnant que le vieux Zip ait pas réussi à traquer le fantôme. Il y en a jamais eu chez nous. Gloire à Dieu. Soudain, tout devenait clair. Ce n'était pas un fantôme qui nous jouait des tours, c'était le climat. Et si on entendait des loups à la fin de l'hiver, ça n'avait rien de surprenant. Les sons avaient gelé. Et voilà qu'ils dégelaient tous en même temps. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour amener, à force de cajolerie, les gamins à sortir. Et alors, comme moi, ils ont bien rigolé en entendant les coups frapper à la porte, les jappements des loups et les coups de fusil qui sortaient de la cheminée 3 fois par jour. Quand ils repensaient à la débandade des porcs de Egg Jones ou aux hurlements et aux jappements de loups, vieux de plusieurs mois, ils étaient carrément pliés en deux. Et oui, vous savez maintenant tout sur les hivers dans la prairie et les revenants de MacBroom. Aussi vrai que je suis un homme de parole. Et voilà, c'était la fin. C'est la fin du chapitre. Alors, il y en a 3 comme ça. Je vais tous les lire, hein, mais ça sera pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.